Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La leçon des origines. De quelques difficultés dont il faut ouvertement parler d'emblée. On peut en dénombrer 3. Le mot de philosophie. Comment faut-il l'entendre? La philosophie et eux ou les philosophies? La philosophie, la science, la religion. Le retour aux origines de la philosophie va nous aider à réfléchir sur ces 3 points, et a sans doute quelque chose à nous apprendre. Première piste, le mot de philosophie, comment l'entendre? Le mot de philosophie est le calque du mot grec philosophia, lui-même composé de philin, aimer et sophia, sagesse. D'où se dégage la formule bien connue, amour de la sagesse. La philosophie serait donc, étymologiquement parlant, l'amour de la sagesse. Y a-t-il là une définition qui puisse nous satisfaire? Apparemment peut-être, mais en rester là lorsqu'on veut entrer sérieusement dans son étude ne saurait suffire. Chacune des notions, amour et sagesse, sont en elles-mêmes des questions plutôt que des réponses. Comment les Grecs les entendaient-ils? Il faut alors entrer plus avant dans le sens qu'elles avaient pour eux, au 6e, 5e siècle avant notre ère. Le mot sophia a en grec 2 sens. Il signifie notamment à l'époque homérique, 8e siècle AV. J.C. L'habileté manuelle dans les arts mécaniques mais aussi dans l'art de jouer de la flûte ou de la cithare. Plus tard chez Platon 4e, 3e siècle et Aristote, 4e siècle, il signifiera le savoir théorique, la science. Il aura aussi le sens de sagesse pratique, art de se bien conduire. Pour nous aujourd'hui la notion de sagesse a pris un sens presque exclusivement moral, pour le grand public en tout cas. Or il faut se garder de réduire la philosophie à une morale, un art de vivre. La sagesse pour le philosophe du XXIe siècle, c'est aussi la passion de la connaissance. Connaître pour connaître. Le sage est aussi, comme il le fut autrefois, sinon un savant au sens que l'on donne couramment à ce mot aujourd'hui, du moins quelqu'un qui s'intéresse au progrès des sciences, à leur développement, leur diversification, les avancées étonnantes qu'elles nous livrent dans la connaissance du réel, l'image qu'elles nous donnent du monde dans lequel nous vivons. Aristote, au début du livret de la métaphysique, fait la remarque suivante. C'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Étonnement devant les problèmes qui se posaient à eux. Les planètes, le Soleil, la Lune, comment comprendre l'ordre du cosmos? Or, que signifie l'étonnement? S'étonner, c'est tout simplement constater son ignorance. Ainsi, les premiers philosophes, ceux que l'on appelle les présocratiques ou mieux les physiciens parce qu'ils s'intéressent à la physis, c'est-à-dire la nature, inventent la philosophie pour savoir, en vue de la seule connaissance, indépendamment de toute utilité pratique. Jusque-là, ces problèmes étaient résolus dans le cadre d'une attitude mythico-religieuse. Les premiers philosophies, Thalès, Anaximandre, Anaximène, adoptent une attitude théorétique qui rompt avec le mythe pour comprendre le monde, de manière totalement désintéressée, avec le concours de la seule raison, logo. L'homme de cette époque, 6e siècle AV. J.C. se veut être un spectateur qui ne désire rien d'autre que la pure théoria, la contemplation du vrai dans une attitude strictement spéculative. La philosophie naît donc en quelque sorte de la rupture avec le mythe, et du choix d'user de la raison comme outil de connaissance. Faire de la philosophie, c'est donc ouvrir sur le monde un regard étonné, curieux, animé par la passion de la vérité. Sans doute, mais les choses sont encore plus complexes. Dès son surgissement, la philosophie n'est pas une mais plurielle. Deuxième piste, la philosophie et les philosophies. La naissance de Sophie, Milésien et Éléate. La philosophie est grecque, mais elle n'est pas née à Athènes. C'est dans les comptoirs que les Grecs avaient établis en Asie mineure, Ionie et en Grande Grèce, Italie méridionale, qu'elle vint au monde dans le courant du 6e siècle AV. J.C. Les premiers philosophes furent les Milésiens. L'école de Milet comprend 4 noms. Thalès 625 à 547 AV. J.C. On le considère généralement comme le père de la philosophie. Anaximandre, né vers 570, Anaximène 556 à 480. On peut y joindre Héraclite d'Éphèse, 550 à 480. Selon Thalès, l'eau est le principe de toute chose. Tout ce qui est trouve son origine dans l'élément humide, lequel est vivant et peut-être même divin.
Il est le fondateur de l'école ionienne à laquelle appartiennent également Anaximandre et Anaximène. Anaximandre, pour sa part, trouvera l'élément originel dans ce qu'il appelle l'indéfini, apeiron. L'apeiron serait, selon lui, l'origine de toute chose par une suite de transformations successives. Quant à Anaximène, il pense que c'est l'air qui, en se transformant, donne naissance à tout ce qui est. Héraclite, surnommé l'obscur mais sans doute le penseur le plus profond de cette période, verra dans le feu, en grec pur, est l'élément qui, sous l'influence de deux forces, la guerre, polémo, et harmonie, doit être considéré comme le principe de tout ce qui nous entoure. Pour lui, il n'y a pas de naissance ni de mort à proprement parler. Tout passe, rien ne teste. Disait-il, ou encore cette autre formule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Font partie des fragments qui nous sont parvenus. On pourrait donc dire, en usant d'un vocabulaire plus moderne, que les Milésiens sont des philosophes dynamistes puisque tout se transforme indéfiniment. Le réel est mouvant, une force en lui travaille. Par ailleurs et presque dans le même temps, en Grande Grèce, fleurit l'école d'Élée. Élée est le second berceau de Sophie, et les Éléates vont développer des thèses radicalement opposées à celles des Milésiens. Le fondateur de l'école d'Élée est Parménide, 515 à 440. Avec son disciple Zénon d'Élée, né entre 490 et 485, ils sont les deux têtes pensantes de l'école. Alors que pour les Ioniens tout passe, tout coule, tout se transforme indéfiniment, pour les Éléates le réel est immobile. La seule réalité est l'un. En conséquence, le mouvement, le changement ne sont que des illusions. Comment admettre, disent-ils, qu'une chose soit ce qu'elle est, et l'instant d'après soit autre? Plusieurs arguments célèbres leur servaient à montrer l'impossibilité du mouvement. Le plus connu est l'Achille. Achille au pied léger, le coureur le plus célèbre, à qui on donne un handicap sur la tortue, ne la rattrapera jamais. De même, et pour la même raison, la divisibilité de l'espace à l'infini, la flèche ne rattrapera jamais l'oiseau. La doctrine des Éléates pourrait se résumer ainsi: une chose est ou n'est pas. Entre l'être et le non-être, il n'y a pas de milieu. Sans doute y a-t-il entre le VIe et le Ve siècle bien d'autres philosophes, Pythagore, Anaxagore, Empédocle, Leucippe et Démocrite par exemple. Nous nous en tiendrons aux Milésiens et aux Éléates. Les autres ne feraient qu'ajouter à ce que nous voulons montrer. Dès l'origine, la philosophie ne vient pas au monde dans l'unité. Elle prend toujours la forme et la teneur que lui donne le philosophe qui la produit. Chez les Milésiens, ce que nous dit Thalès n'est pas tout à fait ce que nous disent ses successeurs. Aussi a-t-on pu dire, non sans quelque vérité, qu'il n'y a pas de philosophie en soi. C'est ce qui faisait dire à Descartes, dressant le bilan de l'enseignement qu'il a reçu au collège de la Flèche: je ne dirai rien de la philosophie sinon que, voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que néanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse, je n'avais point assez de présomption pour espérer y rencontrer mieux que les autres, et que, considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu'il y en puisse avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Kant, pour sa part, dans un contexte bien différent, note dans la préface de la 22e édition de la Critique de la raison pure, 1787, que pour ce qui est de la métaphysique, la raison s'y trouve continuellement dans l'embarras, même quand elle veut apercevoir a priori des lois que l'expérience la plus vulgaire confirme ou du moins a la prétention de confirmer. En elle, il faut sans cesse rebrousser chemin parce qu'on trouve que la route que l'on a suivie ne mène pas où l'on veut arriver. Quant à l'accord de ses partisans dans leurs assertions, elle en est tellement éloignée qu'elle semble plutôt une arène tout particulièrement destinée à exercer les forces de lutteurs en des combats de parade, et où jamais un champion n'a pu se rendre maître de la plus petite place et fonder sur sa victoire une possession durable. Ces deux textes évoquent un pluralisme qui pourrait traduire une certaine fragilité des philosophies et de ce que l'on appellera plus tard, après Aristote, la métaphysique, les choses qui sont au-delà de la physis, c'est-à-dire de la nature. En effet, si chaque philosophe prétend à la vérité, comment s'accommoder d'une vérité qui change au gré des philosophes? Comment éviter le spectre du scepticisme? Si tout le monde a raison, n'est-ce pas que tout le monde a tort? Cela est déroutant pour le débutant.
Tout au long de son histoire, la philosophie a connu de multiples controverses dont certaines ne furent pas sans violence, le plus souvent verbale il est vrai. Dès lors le risque est double pour celui quel qu'il soit, qui va à la rencontre de Sophie. Ou bien il s'en éloigne, considérant que c'est perdre un temps précieux que de dialoguer sans jamais pouvoir aboutir, ou bien il choisit l'une des thèses en présence et s'en fait l'apôtre. Dans ce cas, gare au dogmatisme qui tue la libre pensée. Pourtant ces échanges, ces critiques que l'on s'adresse ne sont pas purement négatifs. La vérité est lointaine, difficile à approcher. Elle mérite autre chose qu'un credo, décidé à la hâte parce que l'on ne supporte ni l'indécision, ni l'inquiétude qui s'ensuit. Un changement radical s'est donc opéré durant ces 2 siècles que sont les 6e et 5e siècles AV. JC La philosophie apparaît pour la première fois dans l'histoire, et elle apparaît dans la pluralité puisque les premiers philosophes ont produit des visions du monde différentes voire même opposées. Mais au-delà de leurs différences, toutes ces philosophies renvoient d'une part à une même interrogation, d'autre part à un style de pensée en totale rupture avec les siècles précédents. Avec les Milésiens puis les Éléates, nous passons du stade des explications mythiques à celui de la pensée rationnelle. Les théogonies mettent en scène les dieux de l'Olympe pour rendre compte du monde. Ce sont les muses qui à Hésiode un jour apprirent un beau chant, alors qu'il paissait ses agneaux au pied de l'hélicon divin. Elles lui dirent : « Nous savons conter des mensonges tout pareils aux réalités, mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, conter, proclamer des vérités. » Puis, poursuit le poète, elles m'inspirèrent des accents divins pour que je glorifie ce qui sera et ce qui fut. Avec Thalès et les autres Milésiens, les physiciens, physiologois, nous sommes en présence de philosophes qui s'intéressent aux phénomènes naturels, une éclipse par exemple, les observent avec les moyens dont ils disposent et tentent de les comprendre et d'en fournir une explication qui n'a plus recours au mythe mais à la raison, le logo qui est à la fois la raison de tout et notre propre raison. La raison devient alors un outil pour construire un discours qui veut démontrer. Nous sommes désormais dans un tout autre monde. À partir de là, la philosophie s'affirme comme une discipline qui se réclame d'un idéal de clarté et revendique la liberté de la pensée. Cela suffit-il à éloigner pour le débutant le risque de scepticisme ? Sans doute pas. Nous y reviendrons plus loin. À cela va s'ajouter, notamment avec Héraclite puis chez les Éléates avec Parménide, la question de l'être. Qu'est l'être en lui-même ? Il n'en reste pas moins, comme cela a déjà été noté, que les divergences subsistent entre ces différents systèmes dont aucun ne parvient à s'imposer. Peu à peu, les Grecs, lassés de ces controverses qui leur paraissent stériles, décident de s'en détourner et de s'intéresser à des choses plus concrètes. La morale est l'art de se bien conduire, la politique est l'art d'organiser et de bien conduire la cité, la rhétorique est l'art de bien parler, de savoir exposer ses idées et de convaincre grâce à des techniques que les rhéteurs enseignent. Les temps sont alors venus des premiers sophistes. Ceux-ci ne sont pas, comme on l'a quelquefois dit, des sceptiques. Simplement ils pensent qu'il y a mieux à faire que de continuer à se complaire dans un doute spéculatif inconfortable et inopérant. Qui sont ces premiers sophistes ? 2 noms se sont imposés. Protagoras d'Abdère, ville grecque de Thrace sur la mer Égée, et Gorgias, originaire de Sicile, rhéteur brillant qui lorsqu'il vint à Athènes eut un succès remarqué. Les sophistes sont donc des professeurs qui enseignent l'art de bien user de la parole, afin de faire triompher leurs idées dans les assemblées. À une époque où la démocratie s'installe, le langage et l'art d'en bien user revêtent une importance primordiale. Aussi les sophistes vont-ils de ville en ville vendre leur savoir aux jeunes dont les parents ont les moyens de les rémunérer. 2e génération de sophistes. Ceux-ci s'intéressent plus particulièrement à la morale. Thrasymachus par exemple, né probablement vers 459 et dont Platon fait dans les livres 1 et 2 de la République, un portrait qui n'est guère à son avantage. Socrate s'interroge sur la justice et en recherche auprès de ses interlocuteurs, notamment Thrasymachus, une définition. Trouve-t-elle son fondement dans la nature ou au contraire dans des conventions ? La réponse de Thrasymachus sera : la justice n'est rien d'autre que ce qui profite au plus fort. Hippias serait un autre exemple. C'est un personnage au savoir encyclopédique et surtout vaniteux, tel que Platon nous le présente. 3e génération de sophistes. Avec ces derniers, la sophistique n'est plus qu'un art de tromper, de montrer le vrai et le faux, surtout le faux. Le sophiste enseigne les moyens d'embrouiller les questions à plaisir, de mêler le vrai et le faux,
Seule expression de Platon, il est un véritable charlatan du verbe, qui excelle dans l'art de truquer le langage. D'une manière générale, la critique que fait Platon de la sophistique manque tout de même d'objectivité. Ce bref parcours dans les tout premiers temps de la philosophie nous montre qu'elle est toujours le fruit de la réflexion du philosophe. Elle lui appartient. Elle est sa réponse aux questions qu'il se pose. Et s'il y a des discussions à l'intérieur d'une même école, ces échanges sont enrichissants et aucun dogme n'est imposé. Chaque philosophe poursuit sa route. De là découle le caractère proprement subjectif de toute philosophie. En cela, elle ne saurait se confondre ni avec la science, ni avec la religion. Concernant la science, il convient de bien mesurer que science et philosophie sont inévitablement liées dès l'origine, puisqu'elles résident dans le même homme. Le philosophe est aussi, et nécessairement un savant. Ce n'est que vers le XVIIe siècle que science et philosophie commencent à se séparer en raison de la diversification des sciences. Se séparer, mais non s'exclure ou s'ignorer et rompre le lien qui les unit. Cela finit hélas par se produire, ponctuellement tout au moins, et c'est toujours éminemment regrettable. La philosophie, en effet, ne peut ignorer la science qui constitue dans ses multiples ramifications une partie importante de ce vaste champ qu'est la culture. Comment d'ailleurs aborder le problème de la connaissance en laissant de côté la connaissance scientifique? Il en va de même pour la religion. La philosophie est toujours plus ou moins rationaliste, et elle ne saurait se couler dans un dogme sans y perdre son âme. La religion exige un acte de foi, la philosophie commence avec le doute et exige une démarche rationnelle. Sans doute est-il toujours possible d'ouvrir une réflexion sur la religion, car la religion est aussi une partie importante de la culture. Il peut donc y avoir une philosophie de la religion, mais une philosophie religieuse, à proprement parler, non. Le terme de sophiste a pris de nos jours un sens péjoratif. Il désigne celui qui s'emploie à tromper ceux qui l'écoutent, par un usage fallacieux du langage. Ce sens existe aussi dans l'Antiquité, troisième génération de sophistes. Mais il est important de rendre justice aux premiers sophistes qui étaient des intellectuels cherchant à dépasser une spéculation qui les a déçus, par un souci bien légitime de s'intéresser à des problèmes concrets permettant d'améliorer la vie des hommes. Ils veulent doter les jeunes qui viennent les écouter d'un art de s'exprimer qui soit convaincant. Ce sont des professeurs d'éloquence. Ils vivent au 5e, 4e siècle, on nomme Protagoras ou Gorgias et son contemporain de Périclès et de Socrate. Ce n'est que plus tard que la sophistique deviendra l'art de pratiquer un langage tordu, propre à induire volontairement et habilement en erreur l'auditeur, quelque chose comme ce que l'on appelle aujourd'hui la langue de bois. Platon a fait des sophistes un portrait entièrement négatif, mais la sophistique a eu son heure et joué un rôle dans l'édification de la démocratie en Grèce. Nous savons donc que la philosophie est propre au philosophe qui la produit. Elle est sa vision du monde, et de ce fait il est bien vrai de dire qu'il n'y a pas la philosophie mais les philosophies. Nous savons donc aussi qu'il n'y a pas lieu de conclure de là, au scepticisme. Nous savons également que la philosophie n'est pas une science, pas plus qu'une religion, pas plus d'ailleurs qu'une médecine, susceptible de porter remède à nos problèmes existentiels. Mais alors à quoi sert-elle? Que peut-elle nous apporter? Pourquoi des philosophes? Ces questions seront abordées plus loin. 2. L'événement Socrate. La révélation d'une méthode, et la seconde naissance de Sophie. Socrate, figure emblématique de la philosophie. Si Thalès passe pour être le père de la philosophie, Socrate en est indiscutablement la figure emblématique, il est le symbole vivant du philosophe à l'œuvre. Merleau-Ponty l'a dit très clairement, pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler que les philosophes auteurs que nous lisons et que nous sommes n'ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n'écrivait pas, qui n'enseignait pas, du moins dans les chaires d'État, et qui a eu des difficultés avec l'opinion et les pouvoirs, il faut se rappeler Socrate. Qui était donc Socrate? Un retour sur ce que fut sa vie devrait nous éclairer sur ce qu'est, au quotidien, une vie traversée par la philosophie. Il naît à Athènes en 469 avant notre ère. Il est le fils d'un sculpteur d'atelier nommé Sophronisque et d'une sage-femme du nom de Phénarète. Son père lui avait appris le métier de tailleur de pierre, métier qu'il n'exerça pas ou plutôt de manière très irrégulière.
Il a une vingtaine d'années lorsque Périclès entreprend ses grands travaux, en particulier la restauration des temples de l'Acropole, saccagés par les Perses, et la construction du Parthénon. Il fallait donc de la main-d'œuvre. Aussi celui qui se trouvait de bonne heure sur le chantier avait toute chance d'être embauché. C'est ainsi que le jeune Socrate a participé à cette vaste entreprise. On ignore à peu près tout de sa jeunesse. Il avait sans doute reçu l'éducation que recevaient tous les jeunes Athéniens. Plus tard, un événement imprévu viendra changer le cours de sa vie. Son ami Chéréphon, de passage à Delphes, demanda à l'oracle s'il y avait quelqu'un de plus savant que Socrate. Il s'entendit répondre par la Pythie qu'il n'y en avait pas. Dès lors, Socrate ne cessera de s'interroger sur le sens de cet oracle. Qu'a voulu dire le dieu ? Fortement ébranlé par ces propos, il décide de mener une enquête auprès des gens qui passent pour être savants dans divers domaines, poètes, artisans, hommes politiques. Il continuera sa vie durant dans les rues, sur l'agora, partout où il rencontre des gens qui ont réputation d'être instruits, à les interroger, à discuter, et toujours il constatera qu'ils ne savent pas ce qu'ils croient pourtant savoir. Lui non plus ne sait pas, mais au moins il ne croit pas savoir. C'était là la mission qu'il avait reçue du dieu de Delphes, Apollon. Socrate sur l'agora. Ainsi, Socrate ayant reçu du dieu de Delphes la mission d'enseigner les Athéniens, que leur enseignait-il ? Le libre examen. De quoi s'agit-il ? Il faut d'abord rappeler que Socrate refusait la philosophie de ceux qui l'avaient précédé, les physiciens et leurs disputes stériles. Pour lui, les hommes doivent s'occuper des affaires humaines et en premier lieu obéir à la maxime qui se trouve sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire sache ce que tu veux et ce que tu peux avant d'entreprendre. N'agis pas sous l'effet de l'impulsion, des préjugés, mais après avoir réfléchi par science et non par habitude ou routine. Comment y parvenir ? Par le libre examen. La méthode socratique sera la dialectique qui suppose un débat contradictoire. Comment Socrate le conduisait-il ? Il y a plusieurs procédés. On peut en distinguer 3 qui peuvent d'ailleurs se combiner. L'ironie. Le mot ironeia a en grec le sens d'interrogation, mais il s'agit d'une interrogation qui n'exclut pas la raillerie. Socrate interrogeait ses interlocuteurs en feignant d'ignorer ce sur quoi portait l'interrogation. Qui étaient-ils ? Ceux qu'il croisait sur sa route, sur l'agora. Platon a bien rendu compte de ce genre d'exercice dans ses dialogues, le grand Hippias sur le beau, mais non sur la vertu, Lachès sur le courage par exemple. Certains de ces dialogues n'aboutissent pas, ils sont dits aporétiques. C'est ainsi que dans le grand Hippias, Socrate rencontrant Hippias, un sophiste connu, lui fait part de sa déconvenue et de son embarras lorsque décrétant que certaines choses étaient laides, il fut incapable de répondre à la question qui lui fut alors posée. Toi Socrate, d'où sais-tu quelles choses sont laides et quelles choses sont belles ? Serais-tu en mesure de me dire ce que c'est que le beau ? Socrate avoue alors. Je ne trouvais pas de réponse convenable. C'est donc l'occasion de se réjouir de rencontrer le docte Hippias. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.